Je laisse la parole à Monsieur Louiset pour l'agenda d'accessibilité. Une délibération extrêmement importante, Monsieur le maire, puisque nous avons travaillé avec Frédéric Bastian, bien évidemment l'ensemble des services, mais également l'ensemble des associations concernées par le problème du handicap, sur la délibération qui vous est présentée aujourd'hui et sur le programme qui vous est présenté aujourd'hui. Donc, le décret du 17 mai 2006 avait fixé un délai de 10 ans pour la mise en conformité des établissements recevant du public. Force est de constater que la durée n'a pas été mise à profit pour mettre en conformité la totalité des équipements, très certainement pour des raisons financières, mais pour d'autres raisons techniques également. Et donc, il a été décidé par l'État, par ordonnance du 26 septembre 2014, de prolonger le délai pour mettre aux normes, suivant certaines conditions, soit la mise en place d'un agenda d'accessibilité programmé, dit ADAP, qui détaillera les travaux de mise aux normes à réaliser par bâtiment, leur estimation et leur programmation sur une période de 9 ans, pour ce qui nous concerne. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça veut donc dire que nous avons fait une étude sur l'ensemble de nos locaux, sur l'ensemble de nos bâtiments, que nous avons fait des études qui nous permettent de savoir exactement en quoi consiste la mise en accessibilité et le coût programmé de ces mises en accessibilité. Donc la méthode qui a été mise en place, donc cet agenda d'accessibilité programmée et après mise en concurrence, la ville de Cherbourg a retenu la société A2CH pour la réalisation de l'ADAP, sa rédaction et son dépôt en préfecture dans les délais légaux. Cette étude a conduit à l'élaboration et à la faisabilité d'un programme de travaux et d'une hiérarchisation selon une analyse multicritère comprenant les critères qui ont été retenus en accord avec les associations, l'activité bien évidemment, la catégorie de ERP, le taux de fréquentation, l'indice d'accessibilité, le coût des travaux et l'intérêt stratégique par direction suivant l'usage des locaux. La programmation pluriannuelle de travaux étudiée en 2014 concernant les mises en conformité, les économies d'énergie, la prise en compte avec des paramètres de gestion de patrimoine, la fermeture, la pérennité, le changement d'affectation. Cette programmation planifiée sur 9 ans, répartie en 5 périodes, ne porte que sur les bâtiments ERP, propriété de la ville. Alors, les bâtiments, bien évidemment, les bâtiments qui sont prévus à être réhabilités et mis en conformité dans la programmation de mandat, tels que le complexe sportif Chantraine, tel que ça a été pour la bibliothèque ou pour le musée, bien évidemment, ces bâtiments, à partir du moment où nous ferons des travaux importants, seront mis en conformité tant en matière d'accessibilité qu'en matière de sécurité. Les bâtiments prévus être vendus ou démolis, nous avons un certain nombre de bâtiments qui ne sont plus en état d'accueillir des activités et que nous prévoyons de nous séparer, soit par des méthodes de vente, soit par la démolition. Les bâtiments fermés en attente de changement d'affectation, donc vous avez en annexe la liste, et les bâtiments en location et dont les travaux de mise en conformité sont à la charge des propriétaires. Donc ces bâtiments, nous avons un certain nombre, comme l'école du cirque, comme nous avons un certain nombre de bâtiments que nous avons en location, mais les travaux ne nous appartiennent pas, ils appartiennent bien évidemment aux propriétaires. Les montants des travaux ici de cette programmation est estimé à 10,7 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose de très important, y compris l'actualisation et les 20% de frais d'études. Ce montant tient compte des économies générées par l'ordonnance du 26 septembre 2014, puisqu'il y a eu un certain nombre de modifications et d'adaptations qui ont été apportées aux règles précédentes de mise en accessibilité. La loi de 2014 nous permet d'avoir quelques dérogations. Donc nous avons tenu compte des nouvelles données de la loi pour avoir une adaptation de notre ADAP aux nouvelles conditions. Donc les évolutions normatives qui simplifient certaines règles 2006 concernent les sanitaires, les entrées principales, les dérogations qu'il faudra déposer en préfecture avant chaque opération, les solutions organisationnelles en limitant certains services au public
en rez-de-chaussée d'un bâtiment sans ascenseur, par exemple. Son financement fera l'objet d'un budget spécifique adapté sur 9 ans. Donc là encore, c'est la loi. C'est la loi qui nous oblige sur 9 ans à mettre la totalité de nos bâtiments. Ça veut donc dire que nous aurons à inscrire tous les ans, pour pouvoir réaliser ce programme de 10,7 millions d'euros, un crédit de 1 million d'euros en matière d'accessibilité. Donc la planification des travaux, donc vous l'avez, elle a été faite selon l'analyse multicritère, et bien évidemment, nous allons faire les travaux sur les bâtiments prioritaires en priorité. Donc vous avez la liste qui est jointe. Et donc, nous vous demandons d'approuver l'agenda d'accessibilité programmée, de prévoir chaque année les crédits nécessaires aux travaux de mise en accessibilité et d'autoriser Monsieur le maire à déposer cet agenda en préfecture, puisque ça fait partie des obligations. Merci, Monsieur Louiset. Monsieur Bastian, et après Monsieur Le Jamtel. Pardon. Oui, juste quelques mots pour souligner l'exemplarité de ce dossier qui a été remarquablement mené, et je crois qu'il est nécessaire, et Michel, je pense, se joindra à moi pour remercier les collaborateurs, que ce soit de la direction des travaux, de la direction de la solidarité, pour avoir fait un joli travail de cohésion entre ces deux directions, puisqu'il s'est agi de mettre en musique le choix et la priorisation que voulaient les associations représentantes du handicap, tous les handicaps. Donc c'est un travail qui a été mené au sein du comité de pilotage accessibilité. Comité de pilotage accessibilité qui, faut-il le rappeler, existe à la ville de Cherbourg avant même que la loi ne l'impose, c'est-à-dire dès 2001, alors que la loi l'imposait pour 2005. Donc on voit ici encore la volonté, le pragmatisme, et puis surtout la volonté de faire vivre ensemble sur notre territoire toutes les personnes qui habitent ce territoire. Alors moi, je voulais vraiment souligner ce point parce que l'écoute des associations a été importante. Il est important de dire aussi qu'avec Michel, nous sommes allés vers ce comité de pilotage d'accessibilité pour faire valider, avant de présenter au conseil municipal, cet ADAPT. Donc, encore une fois, merci aux collaborateurs et surtout aux associations qui ont fait un remarquable travail sur ce dossier. Monsieur Le Jamtel. Oui, moi je souscris au fait que c'est un travail qui est un travail très précis, c'est remarquable sur le plan des informations et tout. D'ailleurs, peut-être que la possibilité de faire connaître ce travail auprès des citoyens pourrait être envisagée, parce que je pense que des regards peuvent être les bienvenus, ou même simplement à titre informatif, c'est quand même un document qui donne une visibilité. Pour avoir demandé notre groupe à plusieurs reprises ce type de répertoire, ça répond de manière très précise à des questions qu'on a pu poser. En tant qu'usager, je voudrais préciser que le gymnase Bakken 2 a lui aussi un problème de toiture, parce que si confort toiture, parce que c'est marqué gymnase Bakken 1, confort toiture, et c'est vrai qu'il y a des fuites d'eau dans le gymnase Bakken 1, mais le gymnase Bakken 2 a lui aussi des fuites de la toiture. Donc si ça pouvait être ajouté. Sur le plan de la fermeture de la cuisine centrale en 2020, alors ça, là je m'adresse plus à monsieur Benoît Arrivé, est-ce que ça signifie que ça repousse d'autant le projet de faire une cuisine centrale à l'échelle de la commune nouvelle, à la fois pour les écoles mais aussi pour les maisons de retraite? Bon, c'est une question. Alors, dernier point là, sur lequel, ça surprendra personne parce qu'on est intervenu beaucoup de fois. Moi, la démonstration n'a toujours pas été faite que la résidence Jean Levallois, l'ancienne EHPAD, devait être fermée, quoi. Enfin, devait être démolie. Quand je vois que le bâtiment des Beaux-Arts va être démoli, bah oui, je comprends, quoi. Enfin, quand on en parle avec n'importe qui, même les anciens usagers des Beaux-Arts, les professeurs, enfin bon, personne ne dit que c'est un bâtiment qui pourrait être réhabilité. Ça serait pas sérieux de le défendre. Mais par contre, pour la résidence Jean Levallois, quelles sont les études sur lesquelles vous vous appuyez? Quelles sont les personnes qui ont été, on va dire, auditionnées? Enfin,
notamment la personne qui l'avait fait, ce bâtiment-là, et le cabinet qui l'avait fait, quoi, qui le connaît et qui sait un peu la manière dont ça a été fait, parce que ça coûte cher quand même de démolir un bâtiment. Alors, est-ce que c'était vraiment la seule solution? Et pour cette raison-là, tu préciseras, parce que j'avais pas. Ouais. Mais comment? Voilà, quoi. C'est-à-dire, pour cette raison-là, moi, franchement, pour la résidence Levallois, notre groupe s'abstiendra. C'est-à-dire, on ne va pas donner notre accord à un document qui programme la démolition de la résidence Jean Levallois. C'est pas possible. Okay. Alors, monsieur Arrivé, monsieur Bastien. Oui, sur la cuisine centrale, puisque sur la cuisine centrale, ça fait plusieurs fois que vous en parlez ce soir. Alors, effectivement, à l'échelle de Cherbourg-en-Cotentin, demain, il y a, en fonction des collectivités, plusieurs façons de produire les repas à destination des scolaires ou des seniors d'ailleurs. La ville de Cherbourg, la cuisine centrale dont vous parliez à l'instant, le foyer des jeunes travailleurs, et puis dans d'autres villes de l'agglomération, on trouve soit des cuisines municipales ou même des recours à des prestataires privés. Cherbourg-en-Cotentin devra effectivement s'interroger sur la capacité, sur l'opportunité d'avoir une cuisine capable de répondre à l'ensemble des besoins scolaires ou seniors de la nouvelle commune en termes de restauration. Vous savez qu'à titre personnel, j'y suis favorable, puisque, vous l'avez précisé tout à l'heure, c'était dans votre programme municipal, mais c'était aussi dans notre programme communautaire. Ce dossier devra être repris à l'échelle de la commune nouvelle, mais moi, il me semblerait intéressant, en tout cas, qu'une commune de 83 000 habitants puisse maîtriser la production des repas à destination des seniors et des scolaires, et travailler par la même occasion sur les circuits courts ou même sur l'éducation au goût. Donc c'est un projet sur lequel nous reviendrons, probablement pas en 2016, puisqu'il faut prendre les dossiers les uns après les autres, mais en tout cas c'est un dossier sur lequel nous devrons nous interroger. Mais moi j'y suis favorable sous maîtrise publique, comme vous le savez, et ça correspond à l'échelle de Cherbourg-Octeville à ce que nous avions prévu de faire dans le cadre de notre programme communautaire qui avait été présenté aux électeurs à l'époque. Sous réserve, comme dirait, pardon, sous réserve d'inventaire en ce qui concerne la cuisine d'Octeville à l'heure actuelle, justement, s'il faut, je dis bien sous réserve d'inventaire, s'il faut la détruire avant, s'il faut la déconstruire avant 2020, parce qu'elle est plus aux normes, etc. Donc ça suppose que l'autre dossier doit aboutir d'ici là. Hein, voilà. Monsieur Bastien, monsieur Marguerite après. Non, c'est monsieur Huette. Alors, monsieur Bastien. Oui. Oui, juste un petit point par rapport à Levallois, parce que Madame Varenne nous interpelle régulièrement sur Levallois, et puis pourquoi pas ne pas faire un foyer logement pour personnes âgées à Levallois. Alors, je ne discute vraiment pas et je ne conteste pas l'utilité d'un foyer logement à l'échelle du territoire, notamment de Cherbourg-en-Cotentin, parce que je pense qu'il y a effectivement une réalité qu'il faudra prendre en compte. Par contre, reconfigurer Levallois tel qu'il est en foyer logement, tel que les critères aujourd'hui sont reconnus, c'est-à-dire plutôt maintenant des F2 que juste des petits appartements, plutôt avec des espaces, avec voilà, un certain nombre de choses qui correspondent plus aux besoins des seniors aujourd'hui, Levallois ne s'y prête très clairement pas du tout. Et si on devait le reconfigurer pour en faire un établissement de ce type, je pense qu'on n'aurait pas assez de surface, déjà, première des choses. Et en plus, je pense que le coût des travaux serait vraiment sans commune mesure par rapport à la construction d'une résidence senior, ce foyer résidence pour personnes âgées, sur un terrain où il n'y a aucune construction. Voilà, je souhaitais apporter ces éléments-là, parce que très clairement, je pense que ça entraînerait des coûts assez colossaux pour la collectivité. Monsieur Huette. Oui, c'était simplement pour avoir une précision sur le bâtiment des Beaux-Arts. Il me semble avoir le souvenir et même la certitude d'entendre Bernard Cazeneuve nous dire que ce bâtiment était donc très difficile à remettre en état puisque ses fondations sont sur du sable. Enfin, bon, mais par contre, qu'il y aurait un effort de fait pour conserver la chapelle. Donc, j'aurais voulu savoir ce qu'il en était. Pour l'instant, je crois que,
La chapelle, donc, elle n'a plus de caractère confessionnel depuis maintenant pas mal de temps, parce qu'elle a été utilisée à l'époque de l'école des Beaux-Arts comment dirais-je, comme salle d'exposition. Je pense pas qu'elle ait un intérêt architectural. On est dans un bâtiment qui s'est malheureusement complètement dégradé. On a déposé un dossier dans le cadre de l'ITI pour avoir un accompagnement financier sur la déconstruction. Moi, je crains que cette chapelle soit dévolue à la démolition. Et à l'époque, Bernard Cazeneuve s'était engagé publiquement. Il y a eu des engagements ou des choses de dites, mais toujours est-il que je veux dire, à l'impossible. Non, mais il faut aussi constater qu'on est sur un patrimoine qui s'est considérablement dégradé. Et qui ne présente pas vraiment un intérêt architectural, voilà, ni même patrimonial. Bon. Ceci dit, on aura une étude complète du bâtiment dans le cadre de la déconstruction, hein, bien évidemment. Pour l'instant, je suis très mitigé par rapport au fait de conserver un élément de patrimoine. Juste deux petites choses. D'abord, une parenthèse. C'est vrai que les niveaux d'information s'additionnent parfois. Et ce que vient de dire Monsieur Bette, dans mon esprit, c'était ça aussi, quoi. C'est-à-dire que la chapelle ne devait pas être détruite, quoi. Bon, voilà. Ça, c'est mais bon. Le deuxième point. Comme c'est peut-être la dernière fois qu'on aura l'occasion d'intervenir sur la résidence Jean Levallois, il y avait le foyer. Pourquoi Parce que ça y est, on jette l'éponge, quoi. On a bien vu que... Non. Non, mais bon, moi franchement, je pense que ça serait quand même bien d'écouter une argumentation faite par les architectes qui ont conçu ce bâtiment-là, parce que je ne suis pas d'accord avec cet argument selon lequel la taille des logements ne permettrait pas une réhabilitation et tout. Ça serait bien qu'il y ait quand même un point de vue contradictoire d'un technicien sur ce point précis. Voilà. Et derrière, évidemment, le choix politique qui vous appartient. Mais la partie technique de ce sujet-là, elle n'est pas réglée de manière définitive, quoi. C'est pas vrai, quoi. Madame Gosselin-Fleury. Une étude a été confiée non pas au concepteur du bâtiment parce qu'on ne l'a pas retrouvé, mais à 2 architectes locaux pour voir comment on pouvait réaménager ce bâtiment-là. Or, il a une vraie difficulté, c'est que un mur, toutes les 2 chambres, il y a un mur porteur. Et c'est un vrai château de cartes à partir du moment où il faut avoir... C'est pour ça d'ailleurs qu'il avait été désaffecté, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut faire des travaux de mise aux normes, alors il y avait une étude qui avait été faite pour la transformer en bureau, pour éventuellement une association. Mais il fallait garder des petites pièces parce qu'il faut garder les murs toutes les deux pièces. C'est vrai, puisqu'on l'a posé à plusieurs reprises. C'est sûr qu'en fonction de la commande que l'on passe par rapport à la destination du bâtiment, il peut y avoir un certain nombre de ces problèmes qui se posent. Mais tout dépend de la commande, c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une destination possible par rapport à ce bâtiment-là, notamment un centre de santé qui serait quand même stratégiquement placé par rapport à l'hôpital Pasteur. Bon, voilà, c'est-à-dire que, parce que vous dites les 2 architectes locaux et le constructeur du bâtiment n'a pas été retrouvé. Bon, je ne sais pas, c'est ce que vient de dire Madame Gosselin-Fleury. Donc, bon, voilà, d'accord. Bon. Qui était architecte du bâtiment et que c'était le tout début de carrière de son fils puisqu'il terminait ses études d'architecte. Bon, voilà. Alors, sur ce sujet-là, nous, on demande ça fait plusieurs fois qu'on demande qu'il y ait une équipe pluridisciplinaire sur les questions d'urbanisme qui puisse porter des regards croisés sur les évolutions de cet ordre. On reconnaît que le document est un document de grande qualité et on ne sous-estime pas la qualification ou l'expertise de ceux qui l'ont conçu. Mais maintenant, c'est vrai que là, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse y avoir un regard croisé sur ce bâtiment précis et donner l'opportunité à des experts ou à des spécialistes qui connaissent l'histoire de ce bâtiment-là,
parce qu'on pense qu'il y a un choix là qui est peut-être fait rapidement. Voilà. D'accord. Monsieur Louiset et après Monsieur Oui, Huette. simplement pour avoir travaillé avec Geneviève sur l'étude que nous avons sollicitée auprès des architectes Bezuel et Salé, parce que pour les nommer, ce sont eux qui ont réalisé l'étude que nous avions sollicitée pour transformer cet équipement en locaux d'accueil, petite enfance, enfin un certain nombre de besoins qui étaient nécessaires. Et on s'était très très vite rendu compte que le coût, et on n'avait pas repris la toiture, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on n'avait pas travaillé et sur lesquelles nous étaient complètement disproportionnés par rapport à la construction d'un bâtiment neuf répondant exactement aux critères dont on aurait besoin. Alors, on peut réfléchir. Quand vous parlez d'un foyer logement, tu le disais tout à l'heure, Frédéric, c'est vrai que les surfaces de ce foyer logement, puisque c'était un foyer logement au départ, sont maintenant hors de proportion avec les surfaces qui sont nécessaires dans les foyers logements, puisque maintenant les gens ne vivent plus dans un petit studio dans lequel on peut mettre très, très peu de meubles. Maintenant, il y a une nécessité absolue d'avoir 2 pièces, d'avoir une séparation, puisqu'on vit dans un foyer logement comme on vit dans un appartement. Donc, la structure du bâtiment ne permet même pas d'adapter, mais c'est la configuration et c'est la structure du bâtiment qui ne permet même pas d'adapter ce bâtiment aux nouvelles conditions d'hébergement. Donc je crois que sincèrement qu'il faut regarder les choses avec, encore une fois, pragmatisme. Hein. Nous avons fait des études, nous avons essayé d'envisager toutes les solutions, et force est de reconnaître que le bâtiment tel qu'il a été construit ne nous ouvre pas des portes supplémentaires susceptibles d'amener à des transformations qui soient réalistes. Bezuel Salé a répondu à une commande, et ensuite on est sur la démolition. Quand le cabinet Bezuel Salé a répondu à la commande, je ne pense pas que c'était une commande de l'ordre c'est la démolition ou c'est le... Ben non, mais non. Vous n'avez pas dit ça, sauf qu'on pourrait faire une chaîne de causalité qui parte. Ben oui, mais ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que les architectes qui ont conçu ce bâtiment-là ont dit que ce bâtiment-là n'avait pas de destination possible et qu'il n'y avait pas de réhabilitation possible dans des coûts qui soient raisonnables. Je pense même le contraire, mais simplement, je pense le contraire d'une manière très informelle. C'est pour ça que je demande au conseil municipal de solliciter sur une question simple, est-ce que vous considérez, puisque vous les avez sollicités sur une destination particulière, sollicitez-les de la même façon pour dire, pensez-vous que la résidence Jean Levallois est réhabilitable dans en ayant des coûts qui soient raisonnables, et pour quels usages cette réhabilitation-là pourrait être raisonnable? Ben oui, mais c'est une question simple. Ça veut dire, là, je pense que ça clôturerait le débat, en tout cas pour ce qui concerne notre groupe, quoi. Voilà. Et on n'a pas tous ces éléments de réponse. D'accord. Ok. Il y a pas mal de demandes de parole, donc Monsieur Huette. Oui, c'est pour apporter de petites participations. Il me semble quand même que sur la résidence Jean Levallois, il y a en arrière-plan le projet de trouver des espaces disponibles aussi pour créer du stationnement dans le quartier de l'hôpital. Donc en tout cas, c'est quelque chose qu'on avait évoqué à la fois en conseil de quartier et aussi, je ne sais plus dans quelle autre instance. Enfin bon, il y a la recherche dans ce quartier-là d'espaces disponibles pour pouvoir avoir des stationnements de proximité, notamment pour tout l'usage qui est nécessaire autour de l'hôpital. Et je reviens sur la chapelle, car j'y tiens, et je ne lâcherai pas. Sur ma chapelle, je ferai comme Ralph sur le centre, je m'enchaînerai à la chapelle s'il le faut. Je ne jetterai pas l'éponge. Non, mais à l'époque, il me semble que Bernard Cazeneuve avait évoqué l'idée, même plus, c'était plus qu'une idée, de la raccrocher, ou en tout cas de l'affecter au point du jour pour que ce soit un espace d'exposition complémentaire à la galerie d'art contemporain. Ok. Madame Roosevelt.
Oui, moi du coup, avec les réponses de M. Bastian et de M. Louiset, je me pose une question sur les conditions d'hébergement des personnes âgées, puisque si le Valois n'est plus adapté aux personnes âgées, puisque c'est des studios, que vont devenir les personnes âgées qui vivent au foyer résidence du Vieux Château? Alors rassurez-vous, madame, Voilà, les personnes je âgées m'inquiète qui sont pour les hébergées au foyer résidence du Vieux Château et au foyer logement des Roquettes Oui, ne c'est sont pas en petit quand même. danger, ne sont pas en danger. Tout simplement pourquoi? Parce que les superficies qui sont déjà utilisées au foyer logement du Vieux Château et au foyer logement des Roquettes sont déjà supérieures à celle qui est utilisée à Levallois. Et je vous invite à regarder les plans. Je suis tout à fait disposé Non, mais je les connais, à vous- j'y ai travaillé. à vous les montrer. Donc non, rassurez-vous, elles vont bien. Pour apporter un élément de réponse, c'est qu'on avait également sur le Valois à l'époque ce qu'on appelait un forfait soins. C'est-à-dire qu'on admettait qu'on avait un financement de la part des tutelles pour pouvoir y accueillir des personnes qui étaient des personnes qui risquaient d'avoir des problèmes de mobilité. Oui, c'était pour les GIR. Et ensuite, donc, nos amis du service départemental d'incendie et de secours nous ont fait un syllogisme, c'est-à-dire que si vous avez des personnes âgées qui vieillissent, qui sont de plus en plus dépendantes, eh bien on change de catégorie. On passe en type U, c'est-à-dire qu'on n'évacue plus les personnes, mais on les confine. Donc on avait commencé d'ailleurs à faire des travaux pour l'évacuation des fumées, pour faire des cloisonnements, etc. Puis après, ils ont poussé la logique jusqu'au bout pour nous dire, attention, eh bien il faut que le matériel, il faut que d'abord que les lits, le mobilier, etc., soit inifugé, tout ce qui s'ensuit. Il faut que les lits soient sur des lits roulants de façon à ce qu'on puisse les confiner dans un endroit et que les portes, etc. C'est ça que je comprends pas, Et c'est ce qu'on n'a pas sur les autres foyers logements qui restent des foyers logements. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a construit une EHPAD en lieu et place de Jean Levallois. Pour terminer, c'est vrai que sur le dossier, c'est compliqué parce que il y a un bâtiment, je crois qu'il ne faut pas se polariser sur le bâtiment. Il faut parler sur une dynamique de projet. On ne fait pas des projets pour les mettre dans des bâtiments qui sont à l'heure actuelle qui ne sont pas utilisés. On pourrait imaginer une occupation tertiaire. Mais on se rend compte qu'à l'heure actuelle, sur le marché, entre guillemets, il y a un certain nombre de friches tertiaires qui existent, etc. Et il n'y a pas de demande immobilière. On a fait une étude récemment pour savoir si on devait éventuellement développer l'offre tertiaire sur la ville de Cherbourg-Octeville. Et on se rend compte qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont des bâtiments qui étaient occupés soit par EDF d'un côté, par Orange de l'autre, sur le Val-de-Serre, etc., ou par Pôle emploi rue François-Lavieille, et qui sont éventuellement disponibles pour y accueillir des activités tertiaires et qu'il n'y a pas à l'heure actuelle de besoin, d'autant plus qu'on sait très bien que la réhabilitation de bâtiments anciens pour y faire du tertiaire, c'est un coût qui est parfois un peu supérieur à ça. C'est un dossier très complexe. On revient sur nos querelles de chapelle, comment dirais-je, Lydia, on aura des éléments. Peut-être pas tous les éléments, mais quelques éléments de réponse néanmoins pour Monsieur Huette, puisque à l'époque où en effet nous avions envisagé le fait de désolidariser la chapelle de l'ensemble du bâtiment de l'école des Beaux-Arts, j'étais en charge de ce dossier et on l'avait étudié avec Michel Louiset. Et la situation était la suivante. On a un système de chauffage qui est un système de chauffage qui fonctionne pour la totalité du bâtiment. Et donc au moment où on avait imaginé conserver la chapelle pour le mettre à la disposition du point du jour, on s'est aperçu que c'était strictement impossible. Sans quoi on devait chauffer la totalité du bâtiment, ce qui était tout à fait saugrenu, évidemment. D'autant plus que, vous le savez, on doit avoir des conditions climatiques très particulières pour accueillir des photographies qui sont, parmi les œuvres d'art, les œuvres les plus fragiles. Donc, au départ, en effet, on pouvait se dire, d'abord, c'est un élément patrimonial, on garde quelque chose de l'ancienne école des Beaux-Arts et on a un lieu intéressant pour le point du jour en termes d'espace d'exposition. Et finalement, ça s'est avéré inexact. Ça n'était pas un lieu intéressant pour des expositions photographiques, on ne pouvait pas l'utiliser et on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le désolidariser du reste du bâtiment. Dès lors qu'on ne rénove pas la totalité du bâtiment, eh bien on ne peut plus utiliser la chapelle. Et aujourd'hui, en effet, on voit bien également comment la totalité de l'ensemble est dégradée et quand bien même on serait attaché à ces espaces parce qu'on y a vécu plein de choses, parce qu'on y a vu plein de belles choses, parce qu'on a suivi des cours, on trouve aussi tous, je pense, que en entrée de ville, c'est un bâtiment qui aujourd'hui, évidemment, n'est plus satisfaisant et on est prêt à le voir disparaître. Monsieur Jamtel.
Juste, bon, comme nous avons posé une question diverse sur ce sujet et que le sujet est abordé de la chapelle, on a posé une question diverse qui parlait de savoir s'il y avait des offres par rapport justement à cette friche qui sera consécutive à la démolition des Beaux-Arts, parce que nous avions entendu parler d'une offre de restauration rapide. Alors le fait de passer du recueillement à la restauration rapide, je suppose que ça va vous faire plaisir, quoi. Voilà. Moi je trouve que c'est affligeant personnellement si c'est le cas, mais voilà. Et j'ai oublié, oui c'est ça, il y a tous les bâtiments, mais il y a quelques bâtiments qui n'apparaissent pas quand même. Il y a certains bâtiments, notamment du jardin public, qui n'apparaissent pas. Donc est-ce que c'est tous les bâtiments qui sont propriété de la ville, qui sont dans ces documents, ou seulement les bâtiments bâtiments qui ont une ouverture au public. Qui ont une ouverture au public. Voilà, donc si c'était possible d'avoir on vous l'a un répertoire de tous les bâtiments publics. Je crois qu'on vous l'a transmis, non? On vous l'a pas transmis encore? Vous m'avez demandé, alors je crois que ça devrait pas tarder, parce que il me semble qu'on vous l'a transmis. Il y a une liste vraiment les bâtiments exhaustive, et les terrains, quoi. Exhaustive de tout le patrimoine et de tous les bâtiments. Il y a 80 pages. Et on l'a pas. On a 80 pages. On a dû vous le non. Bon. Demain, mais normalement, il aurait dû vous être transmis. Bon, alors, c'est pas grave. j'en profite pour aborder la question diverse. Oui, il y a une enseigne depuis plusieurs années qui, autour du rond-point de Minerve, essaye de s'y implanter. Donc on a été sollicité là-dessus, dans une enseigne de restauration rapide. Ce qu'on peut dire, c'est que sur l'école des Beaux-Arts, cette école des Beaux-Arts est dans le périmètre de la ZAC des Bassins. Donc à partir du moment où elle est dans le périmètre de la ZAC des Bassins, on ne peut pas faire n'importe quoi, ni implanter n'importe qui. Il y a un architecte conseil, qui est Serge Renaudy, dont on a parlé tout à l'heure. Et aussi, on est aussi dans un périmètre qui est protégé, donc pour lequel il y a l'architecte des bâtiments de France qui a son mot à dire. Donc une implantation d'une restauration rapide en lieu et place de l'école des Beaux-Arts s'avère extrêmement complexe, sauf si elle s'intègre dans un projet qui soit un projet qualitatif, qui soit compatible avec le cahier des charges de la ZAC des Bassins et qui soit aussi compatible avec les desiderata de l'architecte des bâtiments de France. Donc un groupe de travail, et je parle là sous le contrôle de Madame Geneviève Gosselin qui suit le dossier de la ZAC des Bassins, donc c'est mis en place pour savoir s'il n'y avait pas dans l'environnement du rond-point de comment dirais-je, de Minerve, oui, il y a des moments où je commence à tout confondre entre Thémis, Minerve. Oui, s'il n'y a pas des opportunités, Thémis, Minerve, c'est Minerve, voilà. Thémis. Donc voilà, oui, c'est le rond-point de Thémis. Hein. Dans le cadre du rond-point de Thémis, s'il n'y a pas des opportunités foncières, il s'avère qu'il peut y en avoir. Et on a vu qu'il y avait une station-service, on a vu qu'il y avait des immenses. Non, qu'il y avait des immeubles en déshérence dans le proche environnement. On a cru comprendre qu'il y avait une enseigne qui allait fermer ses portes, etc., etc. Donc voilà, il y a un groupe de travail qui se met en place pour trouver la meilleure localisation à cette enseigne qui souhaite s'implanter dans l'environnement proche du quartier en question. Bon. On est toujours sur l'ADAPT, là. On est un peu parti, on a un peu dérivé, mais donc ce qui montre bien que dès lors qu'on aborde les sujets patrimoniaux, je laisse la parole de conclusion à Monsieur Louiset, puis on va soumettre tout ça au vote. Ce n'est pas une conclusion, c'est simplement une précision supplémentaire. Sont concernés bien évidemment tous les bâtiments qui sont accessibles au public, mais sont concernés également les installations qui sont accessibles au public. Donc les jardins, les parcs, donc la totalité de ces installations sont elles aussi étudiées dans le cadre de l'ADAPT. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir, c'est, M. Louiset l'a dit, hein, donc l'ADAPT c'est quelque chose qui va se dérouler. Donc dans notre plan pluriannuel d'investissement, on a deux lignes de crédit qui sont ouvertes. Une concerne justement la mise aux normes de ces bâtiments, et puis une autre aussi hein, qui est accompagnée par des partenariats qui concernent donc la rénovation énergétique. Hein, donc voilà, c'est les deux lignes de crédit qui sont ouvertes de façon pluriannuelle pour satisfaire à la fois à ces exigences et à ces besoins. Donc je soumets au vote cette délibération. Qui vote contre, qui s'abstient. Donc j'ai cru comprendre qu'il y en avait 7 pour des raisons qui étaient des raisons liées à la présence d'un bâtiment dans l'ADAPT, mais que ça ne change rien sur le fond du dossier. Donc délibération adoptée.
Sur table, il vous a été remis également, parce que c'est assez urgent, donc on a fait des concertations avec le conseil de quartier, et c'est toujours M. Michel Louiset, sur la dénomination des voies de la ZAC de Griménil. Oui, effectivement. Les premiers bâtiments de la ZAC de Griménil vont être mis en location. Et nous avons absolument nécessité de pouvoir les numéroter et de pouvoir leur donner une adresse. Donc les propositions qui vous sont faites, vous avez le plan qui est derrière. Donc les propositions qui vous sont faites sont celles que vous avez bien évidemment dans la délibération, en sachant que la rue principale qui est la rue des Vindis, nous la continuerons jusqu'à la rue de la Fouenne en l'appelant la rue des Vindis, et que les autres rues qui sont sur votre document, pour la rue ouest, elle s'appellera Simone Signoret, la rue nord s'appellera Clotilde Vautier, et l'impasse sud s'appellera Lisinska de Mirbel. Voilà, donc le conseil de quartier consulté a préféré donner des noms d'artistes, donc, dont une correspond à peu près à une question blanche du jeu des 1000 €, ouais. et les deux autres à des questions super banco. Entre parenthèses, non, je fais une parenthèse, on a eu une très belle émission d'enregistrement du jeu des 1000 €, et je vous invite d'ailleurs à écouter le 4, 5 et 6 janvier prochain, et vous verrez comment Nicolas Stoufflet, donc l'animateur, fait aussi la promotion de notre ville à travers les ondes de Radio France. Madame Corpel. Les noms ont été choisis, les critères pour choisir les noms pour ces rues. Est-ce qu'il y avait beaucoup de noms présentés? Oh, oui, oui, oui. Il y avait deux listes ont été constituées. D'un côté, les noms masculins et les noms féminins. A été décidé en bureau municipal de ne soumettre que la liste des noms féminins afin de féminiser les noms de rues sur Cherbourg-Octeville. Et nos services nous ont fait remonter le nom de figures locales. C'était un critère aussi. Bon, Simone Signoret aussi. Attendez, oui, le conseil de quartier, on leur a soumis une liste. Mais voilà, il y avait le souhait de féminiser le nom de nos rues et surtout un critère pour des personnes qui ont pu marquer le territoire. Voilà, je vous laisse. Oui. Bon, moi je suis tout à fait d'accord que ce soit des noms féminins. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des quartiers avec des noms uniquement féminins et d'autres quartiers avec des noms uniquement masculins, ce qui est un peu bizarre quand même. Bon. La ZAC n'est pas finie. Ouais. Enfin, la ZAC n'est pas finie, voilà. Donc. Bon, il y avait une volonté de la part du conseil de quartier. Voilà. Voilà, oui. Ok. Ceci dit, donc, je soumets aux voix, donc c'est pas un quiz, hein, je soumets aux voix cette délibération. Qui vote contre, qui s'abstient, donc délibération adoptée à l'unanimité.